Bien, ben voilà, ça c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, je suis en honneur. Vous pouvez pas imaginer, je sais même pas comment je vais faire pour faire une annonce parce que ce sera jamais au niveau de François qui... Waouh! Vous savez qui c'est? Alors en fait, c'est Monsieur François Sarano. Il faut savoir que c'est un plongeur professionnel. Mais il fait pas la vaisselle, hein, il plonge dans les océans, c'est ça, il fait... Et aussi qu'il est docteur en océanographie. Alors il m'a dit, tu peux dire océanologie, c'est plus simple. Mais enfin, il est docteur, il est médecin des océans, vous voyez. Enfin, il pourrait presque soigner les mers, quoi. Voilà, donc, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur en ismosité d'accueillir pour cette belle causerie à Marly-le-Roi, in the Theatre of Jean Villard, Monsieur François Sarano. Quelle présentation. Alors je vous en prie, Monsieur Sarano, on va se tutoyer. Hein. Oui, Emma. On se tutoie. Bonsoir. Bonsoir à chacun. Et merci de votre accueil. Ah, j'ai trop d'honneur. Alors j'ai apporté alors justement, c'était pour t'accueillir. Je l'ai acheté dans un magasin de jouets. Hein. Alors est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un grand mâle chanteur qui appelle sa belle. C'est une baleine à bosse. Et les mâles utilisent les falaises pour que l'écho de leur chant soit amplifié et... Et il se propage, ça veut dire ça veut dire qu'il voit une falaise dans la mer, Yes. Et puis il chante vers la falaise pour que ça soit... Absolument. Mais comment il sait ça? 55 millions d'années d'évolution. Est-ce que vous savez qu'il y a justement 55 millions d'années, l'ancêtre de la baleine marchait à 4 pattes, grand comme un loup, cousin des chameaux, et qu'à cette époque-là, de grands réchauffements climatiques, l'Éocène, les animaux se rapprochent de l'eau, le niveau des mers est beaucoup plus haut, et son ancêtre, Pachycétus, va aller à l'eau. Et puis ses descendants, petit à petit, deviendront dauphins, baleines et cachalots. Bah rien que ça, moi. J'ai envie d'applaudir l'espèce... Et François, c'est... Waouh. Dis donc, mais j'en reviens pas de ce que tu nous dis. En fait, la baleine, c'était un loup. C'était un chameau-loup. C'était un loup. C'était un chameau-loup. C'est plutôt... Non, elle est cousine des chameaux, mais elle était carnivore et de la taille d'un loup. Ah la vache! Yes! J'en reviens pas. La vache n'est pas si étrangère non plus à la vache baleine. aussi. Yes! Ah la vache! Non, je vais le dire plein de fois. Tu sais, je vais le dire plein de fois, la vache, avec tout ce que tu vas nous raconter. Alors, François, tu es plongeur professionnel. Ça veut dire que tu as une combinaison professionnelle, des bouteilles professionnelles, de l'oxygène professionnel. De l'air professionnel. C'est pas de l'oxygène? Non, l'oxygène, c'est toxique en dessous de 6 mètres. Non, ça brûle les poumons. C'est sérieux. On ne plonge pas à l'oxygène pur. C'est avec les commandos pour aller remonter dans les rivières. Ça. Non, on plonge à l'air. Puis après, il y a d'autres mélanges gazeux. Mais c'est le bon air qu'on respire, tant qu'il n'est pas pollué. Il y a des sujets, hein, vous voyez. Il y a des sujets, on va pas tous les aborder, mais il y a des sujets. Alors, qu'est-ce qui fait que, quand tu étais petit, tu voulais faire plongeur professionnel? Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir ma mère Cécile et mon père Jacques qui m'ont tout de suite emmené regarder les papillons. Les papillons. Et on allait dans un endroit qui s'appelait la pinette des petits lapins, où nous cherchions la piste des lapins. Bref, ils ont toujours encouragé cette envie d'aller pister. Et c'est formidable. Et puis, très tôt, ils m'ont offert un masque de plongée, ils m'ont emmené au bord de la Méditerranée. Et avec ce masque de plongée, fragile, hein. Je ne sais pas si vous avez connu les masques de plongée avec une vitre, une vraie vitre. Quand on posait, paf, ça cassait. Non, une vitre. Et avec ce masque de plongée, un jour, j'ai regardé sous l'eau. C'est la première fois qu'on regarde sous l'eau, c'est impressionnant quand on est petit.
et j'ai vu un poulpe. Un poulpe? Ah, vous avez vu un poulpe? Tu connais le poulpe à Marly? Non, vraiment. Est-ce que vous avez vu un poulpe? Un poulpe, c'est une pieuvre. C'est l'animal le plus, oui, c'est l'animal le plus extraordinaire qui soit, parce que il peut changer de forme, sa peau peut changer de texture, et il peut changer de couleur instantanément. Il est gros comme ça, et pfft, il disparaît dans un tout petit interstice comme ça. Il est incroyable. Il était là, il n'est plus là. Mais comment il fait? C'est parce qu'on le voit plus ou c'est parce qu'il se met dans le fond? C'est parce que il change la couleur de sa peau instantanément. Il peut devenir marbré, blanc, brun, vert. Et surtout, il peut émettre des expansions. Sa peau peut se plisser et on dirait des algues. Mais c'est pas ça l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est qu'il a un œil doré, fendu d'une pupille noire, qui vous fixe, mais qui m'a fixé. Et qui m'a appelé, parce que vraiment, ça a été comme un viens voir. Waouh! Il s'est dit, lui, le gamin, le poulpe, il est comme ça. Il dit, oh, le gamin, oh, lui là, c'est le bon. C'est lui qui doit venir voir les fonds. C'est lui que je dois... Ah, mais ça se mange pourtant, c'est ça que je comprends pas. Vous avez mangé les gamins, tu sais ce que c'est qu'un poulpe, gamin? Comment t'appelles? Hein? Comment il s'appelle? Ah, Virgile, j'ai compris Hervé ou Virgile. Virgile, t'as déjà vu un vrai poulpe ailleurs que dans ton assiette du papa? Un poulpe? Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait c'est à la fois... Et c'est lui qui jette de l'encre. Ouais. Oh, stop. Alors là... Non, parce qu'il fait ce qu'il veut, hein. Il a plein de photos, Ouais. plein de trucs, il fait ce qu'il veut. Je lui dis, tu fais ce que tu veux, tu vas envoyer. Ouais. Ça, attends, je peux dire... Tac. Tu peux rien dire. Je dis rien. Tac. Regardez. Une Ça, pieuvre a su c'est un s'arracher cousin du du fond des poulpe océans que vous n'avez jamais et vu. se libérer de la pesanteur. C'est la pieuvre violacée. Oh, il se Cousine retourne. du poulpe. L'œil. Ouais, l'œil. Elle en a qu'un? Oui, quand elle est de profil. Ah, la vache, c'est drôle, c'est... Et cette pieuvre-là qui vit en haute mer et non pas sur le fond, comme les pieuvres que vous connaissez, que je connaissais, elle a, au niveau de ses tentacules, un voile extraordinaire. Voilà. Ça, c'est quelque chose de la famille des poulpes. Alors, c'est incroyable. Tu permets, je Yes. veux quand même que ça soit clair. Que toutes les images, vous allez voir, ça se voit. François Sarano, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ok? C'est de l'authentique. Il n'a pas été trafiqué ni rien du tout, c'est de l'authentique. Non, je voulais quand même leur dire parce qu'ils sont capables de croire qu'on triche. Non, c'est de l'authentique, hein. Alors, je rajoute... Ah bien, rajoute. Ouais, je comprends que je rajoute. Je rajoute que beaucoup de ces images ont été réalisées grâce à Jacques Perrin et Jacques Cluzot qui ont réalisé le film Océan. Et comme j'ai eu la chance d'être embarqué dans cette aventure, Chanceux. Oh. ouais, vraiment. Et voilà, je vous montre cette image-là, comme je vous en montrerai peut-être d'autres, c'est souvent Si vous êtes sage. Jacques Perrin, Jacques Cluzot. Et on leur doit beaucoup, parce qu'ils ont fait énormément pour l'océan. Un petit moment de silence pour Jacques Perrin. Bien. Alors, tu peux remettre la photo que tu avais avant quand même, parce que tu sais le truc avec la... Donc en fait, t'as eu un casque, t'as mis dans la mer, t'as vu un poulpe qui t'a dit, toi, on va se revoir. Toi, gamin là, on va se revoir. Et puis après, t'as fait quoi? Après, j'ai été nul en classe. Normal. Comme Virgile, c'est un bon... Non, c'est vraiment... Écoute bien. Non, c'est vrai. Et mes parents m'ont quand même soutenu. Et puis, j'ai commencé la plongée avec des bouteilles, pas plus simplement avec le masque et le tuba, assez jeune, à 14 ans, Ah ouais. 68. T'étais mordu, quoi. Et oui, c'était extraordinaire, mais là, tu n'écoutes plus, s'il te plaît, Virgile. Virgile, mets tes mains comme ça. À cette époque-là, je faisais, Non, le fais pas, je faisais un peu la plongée. Et c'est en 1968. Ah bah attends, c'est la révolution sous la plage, pareil. Ouais. On était un peu des pirates, quoi. On allait un peu chercher sous l'eau
tout ce que vous pouvez ramener, trafiquer. C'était pas... C'était Tu veux une dire que autre tu mangeais époque. des oursins alors que c'était pas autorisé? Non, c'est pas ça. Oh, il n'y avait ni autorisation, il n'y avait pas d'autorisation. À l'époque, on ne s'occupait pas trop de protection de l'environnement. On n'était pas soucieux de ça. Il faut dire quand même que 68, nous n'avions pas atteint les limites que nous connaissons aujourd'hui. 68, c'est la première année, c'est sérieux, c'est la première année du dépassement des ressources. Oui, c'est 68. En 68, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons consommé l'ensemble des ressources renouvelables de la planète. Et depuis, on a augmenté. Où les jours oui, ben oui, Voilà, ben oui. c'est ça. Ah, Et c'est l'autre- 68, c'est une belle année. Hein. Non. Et l'autre chose, en 68, on ne pêchait pas autant. La pêche industrielle n'avait pas encore atteint les limites des possibilités de la mer. Elles ont été atteintes en 1989. Voilà, donc 68. 21. Je calcule très vite. Non, c'est facile en même temps. 9 et 8, c'est facile. Hein. À 21 ans plus tard, ça y est. Mais c'est aussi parce que... peut-être, je me permets, peut-être parce qu'avant... Peut-être que c'était qu'au Japon qu'on mangeait les sushis. Non, mais c'est vrai, maintenant, on en mange partout. Mais c'est très sérieux. C'est vrai, non? Alors, on va partir sur un autre registre. Non, mais non, j'insiste. Sushi, thon d'aquaculture. Thon d'aquaculture nourri avec des poissons sauvages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie des bateaux. On envoie des bateaux grâce aux subventions. On envoie des bateaux géants qui ramassent du krill, qui ramassent des petits poissons, qui ramassent par milliards D'individus. et oui, et qui après en font de la farine pour faire grossir des thons. Double peine. Non mais, et tous ces petits poissons, on les prend à la baleine, au cachalot, au dauphin, au thon, aux oiseaux, et on détruit l'écosystème pour faire grossir des thons rouges. 1 kilo, pour faire grossir un thon rouge d'1 kilo, il faut au moins 10 à 15 kilos de petits poissons sauvages. Alors le thon est déjà allé le pêcher, on est allé pêcher ça. Donc vous imaginez l'hérésie énergétique. Tu manges du poisson, toi? Oui, je mange du poisson. Quand est-ce que je mange du poisson? J'ai eu la chance de La faire... truite de rivière, du brochet. Non. J'ai eu la chance de faire un doctorat d'océanographie qui m'a été offert par un marin-pêcheur qui s'appelle Fernand Voisin, qui m'a accueilli sur son bateau de pêche. À une époque où les scientifiques n'étaient pas appréciés sur les bateaux de pêche, lui, il m'a accueilli pendant 3 années. On est allé en mer 15 jours, des marées de 15 jours pendant l'hiver. C'était assez dur. Et donc, grâce à lui, j'ai pu avoir les données pour mon doctorat. C'est vraiment lui et tout l'équipage du Petrouchka qui m'ont offert ce doctorat. Et quand je vais chez lui et qu'il m'offre du poisson, oui, j'en mange. Quel honneur, quel bonheur. Mais je me rends compte exactement de ce que ça représente. Il y a 80 millions de tonnes de poissons qu'on peut tirer de la mer globalement chaque année. Et à mon avis, c'est déjà la limite. Il y en a 8 milliards. Il faut se les partager. Aujourd'hui, c'est nous qui les mangeons. Donc, il y a un problème. Voilà. Mais continuez à manger du poisson, mais sachez que c'est du diamant. Oui. C'est Ne sérieux. mangez pas le poulpe, hein, parce qu'on ne peut pas Non manger plus. un animal comme ça. Non plus. Mais j'ai envie de faire une parenthèse, mais c'est pas le sujet. Non, parce qu'ils veulent... Oh, non, on en parlera plus tard. Non, parce que ça va vous démoraliser. Non, parce qu'ils veulent faire un élevage de poulpes. Hein. Ils se sont rendus compte que le poulpe, c'est... Mais après, on parle plus jamais de ça, je vous promets. Après, on parle que de la beauté. Et en fait, ils veulent faire un élevage de poulpes en Espagne. Ils se sont rendus compte que le poulpe, en fait, c'est un individu solitaire, qu'il n'aime pas les autres. Enfin, il peut pas vivre avec les autres. Il est solitaire, il est comme ça. Il faut lui foutre la paix, quoi, le poulpe. Et ben en fait, en fait, il y a 52% de l'élevage qui est mouru parce qu'ils se sont devenus cannibales. Mais parce qu'ils deviennent fous. Sinon, ça va, hein. Alors, je voudrais quand même regarder ça. Regardez cette... Non, on avait dit qu'on n'en parlait Non, pas. mais... c'est rien. On peut pas s'empêcher, quoi, de... T'as soif? Il y a de l'eau, mais c'est pas de l'eau salée. Hein, Ah, alors j'en prends pas.
Tu prends que de l'eau salée? Ah bah oui. Bah mince. Et en plus, à 35 grammes de sel par litre. Hein. Mince. Ah bah oui, moi Si je tu suis... veux, j'ai une boisson complètement idiote, c'est de la limonade. Merci. Non plus. Sinon, j'ai du ginger al. Non plus. Tu veux pas de l'eau du robinet? C'est du robinet de Marie-Leroy, c'est pas non plus... à Versailles, mais enfin bon. Et alors? Non, c'est vrai. Alors là, ce que je veux vous montrer, ça c'est une photo. Et alors ça, c'est pas une petite vague de rien du tout. C'est pas une petite vague de début de fin du machin. Ça, c'est une vague sournoise, comme on les appelle. Scélérate. C'est les rates. Une vague scélérate. Qui fait 14 mètres. Elle fait 14 mètres, Virgile. Et c'est très sérieux. Ça veut dire qu'on est tout petit là à côté. Cette photo a été prise par mon épouse Véronique, qui devrait être là parce que c'est elle qui sait tout. Et en Antarctique, lorsqu'elle est allée en Antarctique au cours d'une expédition. Antarctique, c'est en bas, hein. Yes, sauf si on retourne la Terre. On la met en Ah haut, oui, bah, il y a des risques des fois. Hein. Pour les Australiens, c'est en haut. Hein. Ah. Il y a des Australiens dans la salle? Ouf. T'as de la chance. Hein. Bref. C'est la synergie de toutes les petites vagues qui sont autour, qui mesurent 1,50 m à 2 mètres, qui provoque cette vague colossale. Et c'est un phénomène de résonance. Et elle fait 7 fois la hauteur des autres petites grandes vagues. Parce que c'est des grosses vagues, les petites Ça, que là, vous c'est voyez du 2 là. mètres, ça? Yes. Et cette vague-là, si vous la regardez bien, et que en sortant d'ici, vous allez regarder la peinture d'Okusai, la vague, eh bien, c'est celle-là. Et des scientifiques américains sont venus voir Véro en disant, mais cette vague-là, on veut l'étudier, on va voir toutes ses caractéristiques et tout. Et ils ont montré, c'est une publication qui est très scientifique, très sérieuse, que Okusai avait dû voir une vague scélérate lorsqu'il a dessiné sa fameuse vague. Et donc, il y a les deux, cette vague et la vague. Ça, c'est dans quelle mer, ça? Ah, tu nous dis Antarctique, ça veut dire que c'est en bas. Oui, c'est ça. Oui, C'est là où si c'est on retourne fort. la Terre. C'est là où il y a les 79e rugissants, je sais pas quoi, là. 50e hurlant, 40e rugissant. Mais c'est plus sud encore. Ah, ça doit être violent, ça doit être fort. Alors, dis-moi un truc, quand tu plonges, tu dois plonger dans une eau calme, là, tu pourrais plonger dans ce genre d'eau? Enfin... Et quand on est dessous... T'entends rien quand t'es en dessous. Quand on est dessous, on n'est pas très sensible aux mouvements qui sont en surface. Par conséquent, oui, on peut plonger par une mer très agitée, mais par contre, la mise à l'eau et le retour en surface sont très compliqués. Très compliqués. Une aventure. Quand j'étais sur la Calypso, en Australie, on part un jour plonger, et la mer était un peu agitée. Et lorsqu'on plongeait donc en équipe, avec le caméraman et quelqu'un qui tenait l'éclairage. Et cet éclairage, des grandes lampes, était relié en surface par un câble qui était alimenté sur le bateau par un générateur, sur un petit bateau, sur un Zodiac. Ah, formidable. Et au cours de la plongée, nous, on continuait, et puis tout d'un coup, les lumières s'éteignent. Les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce qui se passe? Le câble est coupé, non? Et tout d'un coup, on voit le générateur. On remonte en surface, c'était la tempête. Plus de bateau, plus de Calypso, plus de Zodiac. Le Zodiac, tout. Et on a été récupéré par des pêcheurs qui rentraient au port d'urgence. Voilà, enfin bref. Sauver la vie quand même. Donc, sous l'eau, nous n'avions rien senti, mais en surface, c'était la tempête. Et ils t'ont sauvé la vie. Yes. Sinon quoi? Sinon tu dérives. Sinon, je dérive. Sinon, nous ne serions pas là en train de savoir si en bas, c'est en haut en Australie et en haut, en bas. Et Virgile, tu n'apprendrais pas tout ça pour frimer devant tes copains demain à l'école. Ah d'accord. Et alors donc tu peux plonger aussi dans la glace. Non, il y a des températures limites quand même un petit peu. Alors moi oui, je suis hyper frileux. Dans l'équipe, j'étais toujours celui qui réclamait à remonter. J'avais trop froid. Mais on a plongé sous la glace et dans un endroit incroyable, le lac Baïkal. Oh là-bas. Le lac Baïkal en Sibérie, c'est le plus grand lac du monde. C'est un lac qui fait 2,7 km de profondeur, qui est le plus vieux du monde, 25 millions d'années. C'est un lac d'eau douce, mais c'est une mer intérieure, parce qu'elle est construite comme un océan qui s'ouvre comme ça. C'est pour ça qu'elle est si vieux, si profonde. Pourquoi un océan qui s'ouvre? C'est quoi un océan qui s'ouvre? Un océan, c'est quelque chose qui est construit sur une
faille qui sépare les continents, qui sépare ça, eh bien, il est construit sur une faille comme ça. Ah, toujours? Yes, et la faille s'écarte, donc les sédiments ne le comblent jamais, tandis que les lacs, qui sont seulement des creux dans la terre, sont comblés au bout de quelques milliers d'années. Le lac Baïkal, c'est 25 millions d'années. Et ce lac-là, en Sibérie, l'hiver, il gèle. Et il gèle pas comme on a ici. Il n'est pas à -2, on n'est pas à -3. 1,50 m d'épaisseur, la glace. C'est du -40, ça. Il fait -40, oui. Et on y roule dessus. Ah oui. Mais la glace est si pure, que près du bord, on voit le fond, comme quand on est dans un aquarium et qu'on regarderait comme ça, à travers la vitre. Et quand on roule, on voit les graviers et quelques poissons qui passent. Il y a des poissons qui Il y a des poissons, arrivent. Ouais. Il y a des poissons, il y a des golomiankas, il y a des genres de saumon, il y a des poissons spécifiques à ce lac, et même des phoques. Mais il me fait moins froid, à 1,50 m de glace, il fait moins froid en dessous qu'au-dessus. Ah, c'est sûr, le plus froid, c'est la glace. Voilà. Non, c'était pas indispensable ce que j'ai dit, c'était vraiment pas indispensable, c'est vrai. Non, T'as raison. mais par contre, en mer, la glace, c'est à -2 degrés. L'eau douce gèle à 0, mais la glace de mer gèle à -2. Ça existe la mer gelée? Et la banquise? Alors, et les ours? Et les ours et les manchots manchots dans le sud. Mais C'est bien sûr. les ours dans le nord et les manchots dans le sud. Ouais, Virgile, t'aurais dû me reprendre là-dessus aussi, tiens. Non, bien sûr, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que pour moi, la mer, ça bouge. La mer, c'est du mouvement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? J'ai une question pour toi. J'en ai plusieurs, mais c'est quoi la mer? Ça part un peu fort, mais on y va, on rentre dedans. Non. Et 360 millions de kilomètres carrés. C'est en gros 4,5 km d'épaisseur de moyenne. La fosse la plus profonde est 11 km. On a décrit 250 000 espèces. On pêche environ 80 millions de tonnes. Je les ai perdus, non? On s'emmerde un petit peu quand même. Ah oui. Et oui, on s'emmerde. Et pourtant, c'est comme ça que nous décrivons l'océan. Et la première fois que, pour faire le film Océan, Jacques Perrin m'a fait venir, je lui ai dit ça. Et il m'a dit, tu raconterais ça? Non. Les chiffres trahissent la vie. La mer, c'est une baleine qui danse dans le ciel de l'océan. Une baleine qui fait des arabesques. Et des dauphins qui font des cavalcades. C'est le mouvement. La vie, c'est tout, mais ça ne se résume pas dans les chiffres. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est qu'il faut le vivre. Il faut s'immerger. Quand vous vous immergez, surtout avec des bouteilles, vous êtes tout d'un coup dans un autre monde. Ah ouais. Passez de l'autre côté du miroir. Oui, vous êtes en plongée, vous avez mis votre bouteille et... En arrière, faut y aller? En arrière. Et là, tout d'un coup, vous passez le moment où il y a des bulles partout, et soudain, vous êtes léger, très léger. Et puis, pour vous enfoncer, pas besoin de donner de coup de palme, rien. Vous expirez. Et alors, tout d'un coup, vous devenez lourd comme un plomb. Vous descendez à toute vitesse. Vers le fond. Et vous arrivez sur le fond, sur le rocher, et vous gonflez. Et tout d'un coup, vous êtes léger comme un papillon. Et vous passez au-dessus du rocher. Et vous volez au-dessus de la forêt des gorgones. Vous arrivez au-dessus des coraux, puis vous soufflez un petit peu. Et à ce moment-là, vous coulez légèrement vers le mérou qui est juste caché là-bas, dans sa grotte. Pour pas l'effrayer. Retenez la respiration. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un monde où vous volez comme un oiseau. Et ça, quand on le comprend, on change de référentiel. C'est plus la même chose. Il n'y a pas le bas et le haut, quoi. Il y a un peu le bas et le haut, parce que la lumière donne le bas et le haut, mais dans les abysses, il est caché à l'eau, il nage comme ça, il nage comme ça, il nage comme ça, il nage n'importe comment. Mais, pour dire changer de référentiel, quel est le poids d'une baleine? Un poids. 1 kg. 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 1 kg.
Qui connaît le poids d'une C'est baleine? au fond. Pardon? 120 tonnes? 15 tonnes? Qui dit 50 tonnes? Qui dit Zéro! 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 Mais c'est vrai! Une baleine qui pèse 15 tonnes, c'est un cadavre sur le pont d'un baleinier. Et oui, parce que la baleine, dans son monde, vivante, elle ne pèse pas. Et non, elle ne pèse rien. Elle est plus légère qu'un papillon parce qu'elle ne coule même pas quand elle s'arrête de nager. Ce changement d'apesanteur, ce changement de monde, eh bien, il faut qu'on l'intègre. Il faut que nous changions de référentiel pour comprendre ceux qui vivent de l'autre côté de la surface. La baleine, elle a la grâce de l'hirondelle. Elle est précise comme elle. Elle peut faire des cabrioles, elle danse dans le ciel de l'océan. C'est ça la vraie vie, c'est ça l'océan. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ça, aucun chiffre ne le dira jamais. Et il y en a qui ont fait de la plongée ici, à part Virgile, qui en fera bientôt. Ouh, il y a des plongeurs! Waouh, dis donc, hein? Même la petite, là? Toi aussi, t'as fait de la plongée? Jusqu'où? Dans la piscine? Non, dans la vraie mer. Waouh, et alors, la sensation, c'est ouf? Waouh, tout le monde peut plonger? Oh oui, tout le monde peut plonger, oui. C'est vrai? Il n'y a pas un truc, les combinaisons, elles vont à tout le monde, quoi. Ouais, écoute, lève-toi. Pas sûr avec les chaussures, alors, hein? Non, mais je peux les enlever exceptionnellement. Ouais, d'accord. Non, mais est-ce que tout le monde... Il n'y a pas de contre-indication Il peut y avoir des contre-indications si on a des problèmes avec les sinus, enfin bon. Ah ouais, parce que c'est lourd. Oh là là. Et alors, ta première plongée, c'était quoi? Le choc que t'as eu à part le poulpe. Avec les bouteilles, t'as eu un choc. C'est quoi? C'est une plongée, première plongée, on est dans les années effectivement 60, c'est une plongée de nuit. Et une plongée de nuit en mer, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que la mer, la nuit, c'est noir, noir, noir. On n'y voit rien. Comme dans une salle de cinéma éteinte. Mais vous avez une lampe de poche. Et cette lampe de poche, elle vous transforme en Merlin l'Enchanteur. Vous faites naître avec votre faisceau le poisson ici. Et hop, il a disparu dans le néant. Et vous réveillez une raie ici. Toc, un poulpe là. Ce qu'il y a d'extraordinaire en plongée de nuit, c'est que n'existe que ce à quoi vous donnez naissance avec votre lumière, que ce à quoi vous prêtez attention. Et c'est aussi intéressant parce que philosophiquement, c'est fort. N'existe que ce à quoi on prête attention. On donne existence en prêtant attention aux autres, en ayant de l'égard pour les autres. Et bien, en plongée de nuit, on vit ça. On vit ça. Et plongée de nuit, je ne sais pas si vous en avez fait, mais il faut faire. Parce que... Voyons, à Marly-le-Roi, on plonge de nuit, il n'y a pas de raison. Oui. Voyons. Mais alors, mais est-ce que quand tu es plongé, est-ce que, parce que, bon, j'ai tellement de questions, mais est-ce que quand tu as plongé de nuit, ils viennent vers toi, ils te voient ou pas? Alors, les poissons, les cétacés, les crustacés n'utilisent pas tellement la vue. Dans l'eau, on ne voit rien. Dans l'eau, on ne voit rien. Dans l'eau, les sédiments, tout ce qu'il y a dans l'eau, le plancton, rend l'eau trouble. Et au mieux, dans une eau qu'on dit limpide, on y voit à 20 mètres, 30 mètres. C'est-à-dire qu'on voit moins bien en mer, dans le meilleur des cas, qu'un jour de brouillard à terre. Donc les animaux marins n'ont pas développé ce sens. Ils n'ont pas développé le sens de la vue. Ils y voient, mais ce n'est pas leur sens premier. Leur sens premier, c'est la perception des vibrations, des ondes dans l'eau. Tous les animaux marins sont formidablement sensibles à la moindre onde de pression. Par conséquent, leur corps est un récepteur à pression. Et qu'on soit derrière, devant, dessous, hop, ils nous ont déjà sentis, ils nous ont déjà vus, déjà perçus. Et en mer, si on veut ne pas être pris, un petit poisson, il n'a pas besoin de se cacher pour ne pas être pris par un prédateur. Il a besoin de ne pas bouger. J'adore! Ouais. Il arrive à pas bouger? Il y a des champions. Hein? L'hippocampe, c'est quoi pour toi? C'est un poisson. C'est un poisson? Oui. T'en as vu des gros, t'en as vu en vivant et tout? Enfin, bien Oui. sûr, vivant, je suis bête.
Des survivants, oui, parce qu'ils étaient très, 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 très abondants en Méditerranée dans les années 60, justement. Et on les a pêchés pour en faire des porte-clés. On en trouvait des paniers entiers et secs. Et il en reste peu aujourd'hui, Et malheureusement. c'est un poisson. C'est un poisson. Et c'est un poisson assez curieux parce que c'est le mâle qui garde les œufs, qui incube les œufs, et c'est lui qui accouche des petits. Et pourquoi on dit que c'est le mâle alors? Ben parce qu'il émet un spermatozoïde qui caractérise le mâle, mais la femelle met son ovule. Voilà, c'est la mère. C'est un exemple. Voilà. Une autre société. C'est hein. une autre société, tout à Ouais. fait. Et alors, il y a combien de familles de poissons? Tu as étudié les familles de poissons et tout ça? Non, on s'en fout, ça. On s'en fout. C'est pas que je... Non, je m'en fous pas, mais je suis La incompétent. raie, c'est un poisson. Ah, la raie... Non, la raie, c'est une... Un mammifère. Non, c'est un cartilagineux. Alors, arrêtons. Les raies, les requins ne sont pas des poissons. Faut arrêter de dire ça. Les raies et les requins se sont séparés des poissons il y a 450 millions d'années. Et nous sommes des poissons. Là, il y a 450 millions d'années, je vous raconte quand même, il y avait des animaux qui commençaient à avoir une colonne vertébrale, on appelait les procordés, et à cette époque-là, ces animaux-là n'avaient pas de mâchoire, et une bouche comme ça. Il en reste aujourd'hui, c'est les lamproies, les myxines, mais c'est un groupe qui était très abondant et qui a disparu aujourd'hui. Et il y a 450 millions d'années, ce groupe va donner naissance d'un côté aux raies et aux requins qui ont un squelette cartilagineux, comme les oreilles et le bout du nez, et aux poissons osseux, qui ont un squelette comme nous. Ils ont des arêtes, mais ils ont un squelette osseux. Ils se divergent il y a 450 millions d'années. Et nous, les humains, nous sommes sur la branche des poissons osseux. Nous sommes les descendants d'une branche de poissons, les crossoptérygiens, parce qu'il y a des branches, les actinoptérygiens, les crossoptérygiens. Le poisson rouge est plus proche de nous qu'il n'est proche d'un requin ou d'une raie. Alors ça mérite quand même un peu d'incorporation. Hein. Le poisson rouge est plus proche de nous que la raie. Non, que de la raie. La raie, c'est très éloigné, voilà. Et la raie, t'en as déjà vu une vraie? T'as rencontré une raie? Sumatra, petit matin. Avant la plongée, j'allais toujours un peu plonger. Avant la plongée, t'allais toujours un peu plonger? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, avant la plongée, travail. Ah, avant le travail, t'avais un peu le hobby plonger. J'allais plonger. C'était donc au large de Sumatra, du côté des petites îles. Vous regarderez, vous trouverez les îles Mentawai, des petites îles très isolées. Et petit matin, juste la lumière commence à inonder le récif et arrive, passe à moi, ou pas profond, 15, 20 mètres, je sais plus, une raie manta. Les raies manta, c'est des raies qui sont très grandes. Ce n'est pas des raies qui sont posées sur le fond, c'est des raies qui évoluent en pleine eau, qui volent, qui battent. Une raie manta qui 4 mètres, 5 mètres, on ne sait pas. 4 mètres d'ouverture? Oui, d'envergure. D'envergure. Ouais. Et c'était pas si fréquent de les rencontrer, on ne connaissait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et habituellement, elle arrive et puis elle s'en va tout de suite. Donc je retiens ma respiration. Et là, elle savait que c'était lui que le poulpe avait déjà vu il y a des années. Je retiens ma respiration. Puis elle s'approche, et je lui dis, mais c'est pas possible. Et puis, bon, à l'époque, j'avais moins de retenue, je dis, je vais la caresser, puis tant pis si elle s'en va. Je la caresse, et là, elle fait un looping, elle part en arrière, et elle revient, comme ça, en face de moi. Et je la recaresse, et elle refait un looping, et elle revient encore plus près. Toute la plongée, elle est venue et elle s'est laissée caresser. Et au bout d'un moment, moi, j'ai plus d'air. Mais plus d'air. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a des manomètres, on connaît la pression. À l'époque, c'était la bouteille, elle était vide. On avait une dernière petite réserve, on tirait une tringle. C'était juste la quantité d'air qui était nécessaire pour remonter et faire les paliers.
Mais la réserve, c'est pas possible, je tire la réserve, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et donc, je remonte. Et elle est là. Et elle m'a enveloppé complètement. Et elle m'a accompagné jusqu'à la surface. T'as pas eu peur? Ah, T'as vous- déjà eu peur des fois dans l'eau ou pas? Là, t'as pas eu peur. Ah, Parce que c'était autre chose, t'étais plus toi-même. T'étais autre. Mais vous imaginez... Enfin, je ne sais pas comment... Tu peux pas... c'est Raconter cadeau, comme quoi. ça tombe peut-être à plat. Mais ce moment-là, c'est... Ça change. Alors, à l'époque, j'étais un scientifique dur de dur, hein, je peux vous dire. Ça vous remet un peu en question sur ce qu'on disait à l'époque des animaux à sang-froid, qui sont des machines, qui réagissent de façon standardisée aux stimuli du milieu. Et tout d'un coup, vous vous dites, non, ça ne marche pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ça, c'est pendant que t'as fait le hobby. Ta plongée hobby, c'est pas ta plongée professionnelle. Yes. Peut-être qu'elle a senti que si tu avais fait ta plongée professionnelle, elle n'aurait pas été là. Là, elle s'est dit, il est détendu, le gars. Il vient pas m'étudier. Il vient découvrir. Peut-être. On ne sait pas ce que ça pense. Mais non, mais c'est ça. On ne sait pas. On ne peut pas se mettre à sa place. On ne sait pas. On ne sait pas les connexions que les animaux dans l'eau, ils ont avec l'extérieur, avec les autres. C'est peut-être pas à l'intérieur d'un crâne que ça se passe. C'est peut-être entre... La vache. La vache de la vache. Et alors, est-ce que tu crois que... Tu faisais des cauchemars, toi? T'as fait des cauchemars après des plongées ou avant des plongées? Non. Tu rêves poisson? Tu rêves d'arbres? Je rêve pas poisson. Oui, je peux rêver. Non, je rêve pas spécialement de... Et est-ce que tu crois que ça rêve? Ah ouais, je suis persuadé que ça rêve. On a montré que les chats rêvaient, que les chiens rêvaient. Il n'y a aucun doute sur le fait que... Ça dort alors? Ah, tout le monde dort. Tous les animaux se reposent dans une phase de sommeil. Et les cachalots dorment par cycle de 10 minutes. Oh, c'est cool. Et ils dorment verticaux, comme ça. La tête en haut? La tête en haut. Et ils sont par 10-15 mètres de profondeur. Vous avez des menhirs qui font la même chose, 15 mètres, verticaux comme ça. Et quand vous arrivez dans le dortoir des cachalots, c'est Carnac. Eh bien, ça vous impose le silence. Vous retenez votre respiration et vous êtes là. Et vous nagez entre ces titans. Ils dorment Le ensemble? sommeil. Ils dorment tous en même temps? Très souvent, très souvent. Et alors, quand vous passez à côté d'eux, ils ouvrent un œil et ils se rendorment. Parce qu'ils savent parfaitement qu'on est là, hein, qu'on est en plongée avec eux. Mais ils nous acceptent. Et ils ont confiance, la confiance réciproque. Et on nage avec eux. Puis au bout d'un moment, chacun à leur tour, ils vont respirer. Ils montent doucement. On ne les voit même pas bouger. Ils prennent leur air à l'extérieur. Évidemment, Oui. pas à l'intérieur. Oui. Ils respirent comme nous, de l'air pur. Ils montent, ils respirent et après ils redescendent. Eh oui. Et Et après- oui, c'est l'héritage terrible de leurs ancêtres terrestres. Ils ont une respiration comme la nôtre. Ils ne sont pas des poissons. Les poissons, ils respirent Avec des branchies. avec des branchies dans l'eau. Tandis que les cétacés, les dauphins, les baleines, les cachalots, eh bien, ils respirent comme nous de l'air et ils sont donc liés irréductiblement à cette surface où ils sont obligés de revenir incessamment. Mais, Faut respirer. Ils respirent pas moins. Respire. Ils ont des grands poumons. Alors ils les gonflent énormément et puis après ils peuvent passer 3-4 heures sous l'eau ou bien ils doivent remonter toutes les 2 secondes comme nous. On respire. Le cachalot, les plongées moyennes, c'est 45 minutes, 1 heure. Mais il y a des animaux qui restent encore plus longtemps. C'est les baleines à bec. Il semblerait qu'une baleine à bec soit restée 3 heures sans remonter respirer. En Et tout quand cas, elle respire, c'est Ah non, c'est... très très long. D'abord, ils arrivent en surface et
ils expirent, c'est le souffle. Elle souffle. Ouais. Et puis après, puis c'est ça, un temps, une dizaine, douzaine de secondes, et puis il y a les vents, la narine énorme qui s'ouvre. Elle a une narine. Évidemment, elle a une narine. Elle a qu'une narine. Alors, C'est des questions bêtes, hein, je l'avoue, non, mais quand même, moi, tout simplement, m'intéresse. les deux narines s'ouvrent sur un seul orifice qu'on appelle l'évent. Chez la baleine, il est central et en fait, la baleine a basculé sa tête et le nez est ici, alors que le cachalot, le nez a été étiré à l'avant, loin devant, et devant le front, il y a une masse graisseuse énorme qu'on appelle le melon. Melon, c'est pas gentil. Ouais. Il a le melon. Ah, maintenant, je passerai au cachalot, maintenant, quand j'entends ça. Tiens. Mais ce melon, qui est constitué d'une cire très très fine, a failli causer sa perte. Parce qu'on a chassé le cachalot, Mais oui. parce que cette cire servait à lubrifier nos mécaniques. C'est pour vous dire l'égard qu'on a pour les autres vivants, qui ne sont que de la ressource pour lubrifier nos industries. Petit Faut qu'on silence change encore, petit d'égard. silence, oui. Et alors, je reviens au requin. Le requin, donc, il est de l'autre famille avec la raie, et lui, c'est un Ouais. poisson qui respire sous l'eau. Lui, C'est un requin qui respire sous l'eau. c'est un requin. Ah, Oui, c'est un requin qui respire sous l'eau. T'as déjà rencontré des requins? Oh, allez, va. Genre, et pourquoi les dents de la mer, ça nous a pourri le requin? Ça, Ah oui, ça c'est cool, ça. Ça, c'est une photo Eh ben, que t'as prise. c'est- C'est un selfie? c'est une... Ouais, mais c'est juste avant que j'aille chez le dentiste, rassurez-vous. Mais ouvrez la bouche et faites un gros plan. Vous aurez peur. Bref, c'est une photo que j'ai prise en Afrique du Sud et que je mets par contraste avec ce qu'est véritablement le grand requin blanc. Le voilà. Ici, c'est au cours du tournage du film Océan. Donc on n'est plus en Afrique du Sud, mais on est dans l'océan Pacifique, au C'est large lui, de la hein, c'est basse lui, on est Californie. d'accord. Oui, celui de Celui à gauche, c'est Celui à gauche. François. Celui à gauche. À droite, c'est Lady Cathy. Lady Cathy, c'est une grande femelle requin blanc qui fait 5,50 m environ. Et donc, c'est une cousine, enfin une sœur des fameuses Dents de la Mer. Cette photo a été prise par mon ami Pascal Cobé au cours donc du tournage. Et voilà une toute petite séquence que je vous montre pour vous montrer vraiment qui est le grand requin blanc. Ça, c'est Lady Mystery. Là, là. Elle sait que t'es là, bien sûr. Évidemment. Évidemment, elle sait que je suis là. Et elle va très vite. Hein. Je ne sais pas si les plongeurs, vous voyez les bulles, comment elles filent. Il y a du jus. Oh, on dirait une grand-mère. Il n'y a plus de dents. C'est probablement une grand-mère, parce que 5,50 m, ça doit lui donner... Ah oui, quel âge ça dit, ça? On dit 70 ans. Ah Mais ouais. il faudrait savoir... Enfin, c'est très difficile. C'est basé sur la taille des dents. Enfin, très difficile de donner un âge à un animal dont on ne connaît pas la date de naissance. C'est-à-dire que pour les cachalots qu'on suit, nous... Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends des notes? Oui, alors, normalement, je bosse aussi. Donc, je prends effectivement des notes. Je note. Voilà, pour les reconnaître, quand je vous dis que c'est Lady Cathy, Lady Mystery, on regarde la robe. Vous voyez, la séparation entre la blanc et le partie gris. sombre et la partie blanche. Et les détails nous permettent de les reconnaître, de les identifier. Par conséquent, de les retrouver et donc de savoir où ils ont été, avec qui ils ont été. Et de raconter leur histoire. Mais tous les requins, requins on dit? Recoquine. Requins. Non, requin. Tous les requins, dames requins, ils ont un bébé tous les ans? Un seul, plusieurs? Non. Alors, compliqué. Vraisemblablement, le cycle est de 2 ans.
les femelles et les mâles se retrouvent près de l'île, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands requins blancs là où nous étions, près de l'île de Guadalupe, qui est encore une fois au large de la Basse-Californie. Là, les femelles, donc il y a un accouplement, elles vont rester quelques mois, puis à partir de janvier, elles vont quitter l'île et elles vont migrer au large, jusqu'à Hawaï, c'est des milliers de kilomètres de cette île-là, et donc une grande migration à travers le Pacifique. Et elles vont se retrouver dans un endroit qu'on appelle Shark Café, entre les îles Hawaï et Guadeloupe, un endroit vers 700 mètres de profondeur. On ne sait pas ce que ces grands requins blancs font là, mais il y a une concentration de grands requins blancs ici. On ne peut pas plonger si bas, de toute façon. Non, mais par contre, certains scientifiques, dont une scientifique qui s'appelle Barbara Bloch, posent des petites balises sur les requins et donc on peut suivre le déplacement de certains requins. Et donc elle a montré qu'ils se rassemblaient là, dans cet endroit. Visiblement, il y a beaucoup, c'est très riche, il semble y avoir beaucoup de calmars, de poissons profonds. Et puis après, elles vont reprendre leur migration et aller en mer de Cortés. Elles vont aller passer la Basse-Californie, rentrer dans la mer de Cortés. Et c'est là l'un des endroits où elles mettent bas. C'est la clinique. C'est la clinique, ou au moins le lieu où les petits semblent les mieux protégés des dents de leurs aînés. Comment ça? Parce que... Ils se mordillent un peu fort, quoi. Oui, parce que contrairement aux mammifères, les cachalots, les baleines, les dauphins, les requins ne prennent pas soin de leurs petits. Lorsque la maman a accouché, allez, bye. Et puis si elle le retrouve, elle ne le reconnaît pas, elle peut le croquer. Donc, et chez les requins, il y a des femelles comme la femelle requin blanc qui met bas un petit tout formé. Chez les requins bulldog, il y a même... Bulldog, oui, le requin bulldog est un autre requin qui a la particularité d'avoir un simili-placenta, c'est-à-dire que c'est la mère qui nourrit directement le petit, comme nous, hein, voilà, les embryons. Chez le requin blanc, ce sont des œufs qui se développent à l'intérieur de l'utérus maternel et puis quand ils sont complètement développés, elle accouche. Et chez d'autres requins, les femelles pondent des œufs. Il y a combien de requins différents dans tout ce que tu dis? Et c'est vrai qu'il y a des requins... comment on appelle? Tu sais, là, qu'on une comme ça, là, qu'on une... Hein? Les requins si. Moi, je vais te montrer un marteau, alors, parce que j'ai pas de requin si. Voilà du marteau. Il y a du requin si aussi. Ah bon, il y a des requins si? Oui. Voilà, ça, c'est toi qui as fait la vidéo, c'est toi qui... Non, ça, c'est David. C'est David, c'est mon copain David, ça. Toujours pour le film Océan. Jacques Perrin, Jacques Cluzot. C'est l'œil, là? Ouais. Oh la vache. C'est l'œil, là. Et les petits poissons enlèvent les parasites de ces requins. Sans ces petits poissons, les requins dépériraient. Comme les oiseaux sur les vaches. Ouais. Les seigneurs du récif, les seigneurs de la mer, ceux qui sont indispensables, c'est les petits poissons, pas les requins. Oh là là. Voilà. Mais ça n'a pas beaucoup, t'as pas une grande bouche, hein? Bon, quand ils l'ouvrent, ça le fait. Hein. Oh là là, ils sont en cours, ils sont en bande, hein? C'est pas ils sont grégaires, comme on dit. Ils sont grégaires, oui. Alors que le requin, lui, le blanc, il est solitaire. Un comme requin, le poulpe. c'est plutôt un solitaire, oui. Mais parce qu'ils voient rien, peut-être avec leur marteau, là. Ils ont besoin des autres. Non? Et j'ai une vraie question. Pourquoi certains animaux sont-ils solitaires et d'autres grégaires? Et d'autres vivent en société si complexe que lorsqu'ils sont séparés de leur clan, de leur société, ils ne survivent pas. Ah bon? Les globicéphales. Les globicéphales, c'est des gros dauphins. Vous en entendez parler assez régulièrement quand on vous dit encore des baleines qui se sont échouées. Ce n'est pas des baleines, c'est des globicéphales. Parce qu'en anglais, ça s'appelle pilot whale. Donc on traduit baleine. Baleine pilote. Mais c'est des gros dauphins. Je vous en montre, tiens. Eh bien, ceux-là ont des sociétés qui sont si complexes que lorsque l'un va s'échouer ou est en difficulté, les autres ne veulent pas le laisser. Ils ne peuvent pas l'abandonner. Et si un de ces globicéphales s'échoue,
ben les autres savent bien qu'ils vont s'échouer. C'est pas qu'ils soient idiots, mais ils ne veulent pas abandonner leurs C'est-à-dire qu'ils vont frères. s'échouer avec eux? Oui, et c'est pour ça qu'il y a des échouages beau, de hein. masse. Hein? Voilà, et des échouages en masse, des dizaines et des dizaines. Et les gens ont beau les remettre à l'eau, ils reviennent Parce s'échouer. qu'il y en a un échoué mouru. Parce qu'il y en a un, ils n'abandonnent jamais l'un d'entre eux. Mais C'est tu te une rends solidarité compte, c'est beau. totale. Et les cachalots sont un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a que les cachalots et les globicéphales qui s'échouent en masse vivants. Mais un cachalot en masse qui s'échoue, ça prend de la place quand même, non? Oui, c'est pour ça que on évite les plages où il y a des touristes. Les plages qui ont pris la place des tortues. Les touristes qui ont pris la place des tortues sur les plages. T'as vu des vraies tortues aussi dans l'eau? Ça t'intéresse moins les tortues? Si? Oui, ça m'intéresse, mais on peut dire que c'est moins loquace. Oui. Et puis, Ça fait peur, c'est une tête un peu de tortue quand même. Hein. non, Sans cheveux, sans rien, tout chauve là. Non, c'est une tête chauve quand même la tortue. Il manque un truc, il manque une chevelure, il manque un truc. Il manque une barbe à la tortue, c'est pas... Non, c'est vrai, la tortue, c'est pas pareil, c'est pas... C'est préhistorique aussi, la tortue. Ah oui, mais... C'est un anime, c'est pas... Pardon, mais tout est préhistorique. Tout est préhistorique. Qu'est-ce qui n'est pas préhistorique? Virgile, tu es préhistorique. Mais nous sommes... Comment dire? C'est quoi que ça veut dire préhistorique? Nous avons tous les vivants, les globicéphales, les requins, les tortues, voilà, le même ancêtre commun. Lucas, Last Universal Common Ancestor. Premier être vivant qui est apparu il y a 3,8 milliards d'années. Je l'ai vu une publie maintenant, c'est un petit peu plus vieux, 4 milliards d'années et quelques. Bon, ça va, Et on est tous issus de ce même ancêtre commun qui, et c'est intéressant, ne s'est pas reproduit. Parce que s'il s'était reproduit comme une photocopieuse, ben, on serait toujours Lucas, toujours le même. Non, à chaque reproduction, il a généré de la différence. Il y a eu des erreurs de reproduction. Le génie de la vie, c'est l'erreur. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a merci, pas de François. différence, il n'y a pas Ah, ça fait du bien. de diversité. Erreur après erreur, différence après différence, la diversité des espèces a commencé à apparaître. Et la diversité individuelle aussi. Mais nous sommes à la fois tous frères. Tous les vivants qu'on voit aujourd'hui sont aussi évolués que nous. Vous pouvez sortir, vous allez voir le tilleul, il a 3,8 milliards d'années d'évolution derrière lui. Et communique. Et on a tous co-évolué. C'est fondamental. On a co-évolué. Vous êtes sourds, C'est-à-dire qu'on est... Sans eux, nous ne sommes pas. Nous sommes interdépendants. Sans eux, nous ne sans sommes lui, pas. là, sans Oui. eux, là. Ouais. Ah, ça me fait de la peine de savoir que tous ces bicéphales, ils vont mourir quand il y en a un qui meurt. Ah, c'est tragique, c'est vraiment de la tragédie. Hein. Peut-être que les tragiques, les Sophocle, il a écrit parce qu'il a fait de la plongée. Non, c'est vrai, c'est beau, c'est tragique. Et toi, t'as pas... Attends, j'ai d'autres questions, mais ta passion... Attends, il y a combien de familles de bêtes dans la mer? Bon, on s'en fout. Tu l'as déjà dit. Ah oui, alors... ah oui, ça c'est pour tout à l'heure, ça. Non, faut pas que je dise ça, ça va t'énerver. C'est pas... Sous l'eau, c'est silencieux, sous l'eau? Alors, sous l'eau, c'est et silencieux et très bruyant. Silencieux parce que nos oreilles n'étant pas habituées au monde marin, très vite, quand on met la tête sous l'eau, dans un premier temps, bah, c'est silencieux, on entend peu. Puis tout d'un coup, on entend... D'abord, c'est le bruit des bulles qu'on expire et le bruit de l'air qui rentre, le détendeur. Et puis, on peut entendre le bruit d'un bateau. C'est des bruits très importants. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est assez effrayant lorsqu'il passe au-dessus. Et puis après, quand on prête attention, on entend. Ça, c'est des cachalots. Ou alors, comme tout à l'heure, la baleine. Et puis, quand on prête encore attention, on entendait. C'est des grogneurs. C'est des poissons. Ah, c'est des grenouilles, des grogneurs. C'est des grogneurs, les poissons grogneurs. Ah oui. Il y a toute une famille de poissons qu'on appelle les grogneurs et qui grognent. Et puis il y a les rascasses. Et puis il y a les mérous. Bref,
tout le monde utilise les sons, les vibrations pour communiquer. Et petit à petit, c'est développé. C'est très récent, mais il y a une quinzaine, vingtaine d'années à peine, qu'on commence à étudier la communication sonore des poissons, que l'on croyait muets. Pas du tout. Mieux que ça, ces poissons font du bruit, ils n'ont pas de larynx, ils ne peuvent pas. Ils utilisent donc à la fois la poche d'air qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'on appelle la vessie natatoire, comme caisse de résonance, et ils font des bruits en faisant claquer leurs opercules ou avec leurs dents. Ils détournent les dents et ils en font un outil de communication. C'est ce qu'on appelle l'exaptation. Un outil dont on détourne l'utilisation première pour aller de l'avant, évoluer et l'utiliser à d'autres fins. Mais heureusement qu'ils n'ont pas des cordes vocales, les poissons, parce que t'imagines le boucan sur les bateaux de pêche. Ah, ils hurleraient à la mort. Ils hurleraient Ouais, quand on est... ouais. Non, c'est vrai, heureusement, parce que sinon... Donc, c'est du bruit, il y a du bruit. Hein. Oui, il y a des bruits. Et puis c'est enchanteur. Les baleines à bosse, c'est merveilleux. C'est vrai. Ah oui. Les requins, ils font pas de bruit. Alors, les requins, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, mais on pense que c'est une des rares embranchements, les requins, les raies, à ne pas faire de bruit. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin Au nom des requins. Qui sera en vente à la sortie, bien entendu, avec une dédicace de prévu. Sauf que, il y a un an et demi, il y a une scientifique américaine qui a enregistré des raies, des bébés raies dans une mangrove qui faisaient des claquements et qui semblaient être des bruits qui signalaient des dangers, donc des bruits de communication. Tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur la mer, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on ne sait rien du tout. Donc c'est en permanence en ébullition. Nous, les chercheurs, c'est tous les jours que la nature nous prend à contre-pied. C'est tous les jours que tout d'un coup on se dit « Oh, zut! Oh, j'ai dit une ânerie! Oh, extraordinaire !» Mais c'est ça la recherche, c'est justement avoir toujours faire pas des erreurs, mais là, si tu penses que c'est fixé, bah c'est fini, quoi. Là, il n'y a pas de risque. Hein. Tu manges avant de plonger, toi? Je suis un peu malade en bateau, alors des fois j'évite quand il y a mauvaise mer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... C'est marrant, j'imagine jamais qu'il y a le bateau avant la plongée. Je vais la plonger tout de suite, mais il y a quand même le bateau avant. Ah oui, quand la mer est très, très grosse, ouais, oh là là. Et alors, donc, c'est de l'émerveil, hein, parce que moi, je voudrais quand même qu'on ait... Parce qu'il a un truc qui me... Tu fais des cauchemars, je t'ai déjà demandé, ça rêve un cachalot. Est-ce qu'il y a un poisson que tu sais qu'il existe, mais que tu l'as pas rencontré t'aimerais bien le rencontrer. Un truc... lui Le lamprix. Le lambris. Le lamprix, le roi des poissons. Et il y a deux rois des poissons, il y a le régalec et le lamprix. Le régalec, c'est le plus long du monde. Allez, combien? 15 mètres. Un ruban de 15 mètres. Il vit dans les grandes profondeurs. Mais le lamprix, c'est un poisson très rond, qui a des nageoires écarlates, qui lui aussi est un poisson profond, et qui est bleuté avec des écailles miroitantes qu'on ne voit pas en plongée. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous... Non, Marie Leroy, ils ne l'ont pas trouvé non plus. Non. Et cherchez sur Internet lamprix. Vous allez voir comme il est beau. Oui, mais ça voudrait dire qu'il faut que tu nages très profond pour le voir. Ça voudrait dire que soit je nage très profond, soit monte. Il remonte vers la surface. Et il y a eu on n'avait jamais vu ce fameux autre poisson, le régalec, et on s'est aperçu que dans certains endroits, il remontait près de la surface. Et des plongeurs ont rencontré des régalecs. Rencontrer, on dit. Ah, oui, rencontrer. On dit rencontrer, vous avez remarqué? Oui. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites quoi? Rencontrer? Oui. Oui, on dit ça. Oui. On ne dit pas j'ai fait un selfie, on dit j'ai rencontré. Non. Et c'est important rencontrer. Mais alors... Parce que ça veut dire qu'on a de l'égard pour l'autre. Ça veut dire que tout d'un coup, on lui donne existence. Ça veut dire que c'est un être que l'on reconnaît en tant qu'être vivant.
Et c'est pour ça qu'on donne des noms, nous, à nos requins, à nos cachalots, à nos... Bah oui, c'est parce que ce sont des individus. Exactement, des individus singuliers. Donc, ils ont droit à des noms. Et je suis perdu parce que j'ai changé de... Mais on voit pas, t'inquiète. Eh oui, mais moi, je sais plus où je suis, là. Attends, je vais les occuper. Mais Qu'est-ce que c'est que c'est ça qu'il m'a dit aussi quand même. Je peux le dire sous ta gouverne que François, il dit que quand il est allé, qu'il a plongé, etc. En fait, les animaux sauvages, marins, ils ne fuient pas. Oui, ça Parce que quand tu marches dans la forêt, t'as une biche, elle connaît, c'est qui t'es. Mais lui, non, l'animal marin sauvage, il reste. Je trouve ça dingue. Regardez, les plongeurs vont pas être Oh surpris. là 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 là, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Les plongeurs vont pas être surpris. Oh la vache. Mais imaginez-vous dans une forêt et vous avez un troupeau de biches, de sangliers, des trucs comme ça. Évidemment, quand vous allez vous approcher, les animaux vont fuir. En mer, si vous êtes respectueux et lent, vous allez pouvoir vous mêler aux poissons. Ici, j'ai des poissons qui sont devant, comme vous voyez, puisque je filme, mais j'en ai qui sont dessous, j'en ai qui sont à ma droite, j'en ai qui sont à ma gauche. Je suis au cœur du banc de poissons. Je suis poisson parmi les poissons. Ah, cadeau. Ça, c'est propre au milieu marin. Oh. Les poissons ne font pas la relation entre l'homme prédateur et le plongeur. Et ça change tout. Parce qu'on revit une relation originelle qui est celle que les espèces vivent entre elles, de côtoiement Ah là là, c'est... ordinaire. Et quand vous êtes là, d'une part, vous pouvez mieux comprendre, connaître leur vie, et aussi vous vous sentez vivant parmi les vivants, poisson parmi les poissons, partie de ce monde. Le monde sauvage de l'océan vous replonge dans cette relation du ventre, pas intellectuelle, hein, primitive, du côtoiement. Et je bégaye, je n'avais pas bien compris ce que tout ça signifiait. Et un jour, un ami philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot et qui travaille beaucoup sur la relation homme-nature est venu à bord du bateau et il a plongé avec des raies Mobula et il est sorti bouleversé parce que les raies ont tourné autour de lui pendant, je ne sais plus, Elle savait que c'était un philosophe. Ouais. Mais lui qui piste les loups et qui voit les loups avec des jumelles infrarouges qui pistent comme ça, tout d'un coup a été mêlé, vivant avec, côtoyant, à toucher des animaux sauvages qui l'interpellaient. Et tout d'un coup, il a dit, ces animaux-là nous donnent une deuxième chance, celle de renouer avec le vivant. Et c'est ça que nous disent ces animaux de la mer. On peut renouer avec le vivant, une relation différente, apaisée, puisqu'il n'empêche pas de consommer, mais au moins de rendre justice à ces animaux comme eux nous acceptent. C'est vraiment fort. On ne vit ça qu'en mer. C'est ça la richesse de l'océan, la première. Et si on doit dire qu'est-ce que l'océan, pour répondre à ta question, c'est d'abord une communauté vivante qui vous accueille et vous accepte. Moi, je pense que tous les dictateurs, parce qu'on a un paquet quand même sur la plate, il faudrait les mettre avec des bouteilles et Oui. tu les balances, voilà. Ça ou bien l'espace. J'hésite entre les deux. Ou bien j'hésite en intersidéral. Mais ils sont déjà dans l'espace. Oui. Ils sont seuls. Mais là, les mettre là, ça changerait oui. leur vie. Je suis sûre que ça changerait tous ces gens-là. Je suis sûr. Ils auraient un choc. S'ils n'en ont pas, alors là... Non, il faut espérer un peu quand même. Tu penses que tu peux nous montrer le moment où tu es avec les cachalots, où on les entend? Parce que ça, c'est un vrai moment qui n'est pas l'intelligence artificielle, qui est long. Il est long. Il n'est pas long, en fait. Il est juste réel. Alors, avant de lancer les images... Pour terminer la causerie. On est, avec mon ami René Euzé, caméraman, on est au large de l'île Maurice. Il y a 3000 mètres d'eau sous nos palmes.
On s'est mis à l'eau avec des cachalots que nous connaissons bien. Ça fait 15 ans que chaque année on les retrouve. Et malheureusement, ils ont décidé d'aller chasser à 1500 mètres de profondeur. Donc on se dit, on va remonter sur le bateau, c'est pas la peine de les suivre. Et on était prêt à remonter sur le bateau. Et tout d'un coup, on entend... Et là, on savait que l'un d'eux remontait et nous avait localisé grâce à l'écho. Ils envoient un son, ils écoutent l'écho qui rebondit sur l'obstacle, un corps, et ils se dirigent comme ça. Ils Dans la se dirigent pas chauve-souris. par la comme la chauve-souris. L'écolocalisation, la localisation par l'écho. Et donc, nous, on ne voyait rien dans cette eau qui est assez claire, mais lui, il nous avait vus. Et ce cachalot-là, qui est revenu pour nous, est resté, j'ai coupé parce que ça aurait été trop long, un peu plus de 12 minutes, 13 minutes, à danser pour nous. Voilà ce que ça donne. C'est un jeune mâle qui s'appelle Elliot. Et ces positions qu'il adopte, en particulier la position verticale, c'est déjà un appel. Il y a deux positions caractéristiques quand les cachalots, entre eux, c'est pas avec les plongeurs qui font ça, mais aujourd'hui c'est avec les plongeurs. C'est toi, là, avec les grandes... Ouais. Mais t'es tout petit par rapport à lui. Ah oui, celui il fait 10 mètres, alors effectivement je suis un peu petit. Et donc il y a deux positions caractéristiques, la première verticale, la deuxième c'est sur le dos, en offrant son ventre. Et donc quand il fait ça, Là, c'est qu'il demande, voilà, typiquement, il demande des caresses à l'autre. Et il utilise aussi des expressions sonores qu'on va entendre tout à l'heure, qui s'appellent des codas, à 8 clics. Ils sont caractéristiques dans ce groupe d'une demande de contact physique. Voilà, là, t'as tout. Voilà, typiquement, cette coda, c'est « je veux des caresses ». Et donc, inutile de dire que quand on est face à un animal sauvage qui décide de revenir pour vous interpeller, on ne sait pas très bien comment réagir. Donc au début, je ne sais pas très bien comment faire. Et puis à un moment donné, je me dis, je vais essayer de faire des cabrioles aussi, comme il fait lui. oh là là. Et donc, on va essayer de rentrer dans son jeu, dans sa danse, parce que c'est difficile de communiquer avec un cachalot. Et donc, voilà, ici, par exemple, je vais tourner. Regardez bien ce que va faire le cachalot. Hop, Ah, il tourne aussi. miroir. Oh Et- là là. Elliot, le cachalot, regardez, il recule. Je sais pas si vous imaginez, reculer pour un cachalot, c'est impossible. Mais il le fait par délicatesse. Parce qu'il se rend bien compte que je suis un infirme nageur. Hein. Et cet animal sauvage, est venu non seulement, je pense au départ, par touches, tu le curiosité. touches. Oui, j'ai tort. Mais, Non, mais c'est parce que ça doit être doux. ah, c'est très. C'est son melon. Oui, c'est son melon. C'est son melon. Mais cet animal-là veut tisser des liens avec une autre espèce. C'est lui qui décide et c'est lui qui demande « Je veux t'apprivoiser ». Je suis très sérieux. Et non seulement je suis bien, là il est coincé entre René et moi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est filmé, c'est qu'il y a René qui filme, hein, il est tout à côté, parce qu'on n'utilise que des objectifs grand angulaires, donc c'est très 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 près. Et lui, le cachalot doit se contorsionner pour ne pas nous blesser. Il nous briserait si d'un coup de caudale. Regardez, la caudale va passer à quelques centimètres de la caméra. Mais il ne nous touchera jamais. Jamais. Il est extrêmement attentionné. Cette séquence est incroyable. Parce que cela montre que nous n'avons pas, nous les humains, le monopole de l'envie d'apprivoiser d'autres espèces. Le cachalot aussi.
Cela montre que nous ne sommes pas la seule intelligence du monde. Leur intelligence différente de la nôtre, elle aussi est tendue vers l'exploration, vers la découverte, l'envie de tisser des liens avec d'autres. C'est formidable. On n'est pas seul. Et s'il reste pendant tant de temps, c'est qu'il est bien. Un animal sauvage, essayez, quand il n'est pas bien, il s'en va. Donc, il est bien, et coda après coda, il essaye de m'interpeller. C'est vraiment un moment bouleversant, qui remet en question beaucoup de choses que l'on dit sur les animaux marins. Beaucoup de choses que l'on dit sur ces cétacés qu'on a massacrés, considérés comme de la viande, et considérés comme juste valables pour leur cire, leur graisse. Mais quand tu remontes de ça, quand tu retournes dans le bateau, t'es dans quel état? T'es totalement stone. T'es totalement shooté de bonheur, de gratitude. Comment tu peux remettre le pied sur terre après? Comment tu peux retrouver... Eh bien, d'abord, oui, c'est juste bouleversant. Bouleversant à double titre, émotionnellement et intellectuellement. Il faut bien comprendre ce qui se passe là. C'est bien, je vous pardon, une comparaison un peu facile, je ne veux pas aller très loin, mais c'est bien le renard qui demande au petit prince de l'apprivoiser. C'est la même chose. C'est bien Eliot qui vient nous chercher. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Et donc, il a des choses à nous dire. Ils ont des choses à nous dire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le groupe de cachalots avec lequel nous passons régulièrement du temps chaque année, il n'y a que lui qui fait ça. Il n'y a que lui. Tu le reconnais, quoi? Ah bah bien sûr, mais c'est assez facile de les reconnaître chacun. Ils sont comme nous, ils ont des traits qui sont très, très reconnaissables. Mais il n'y a que lui qui fait ça. C'est un vrai explorateur. Comme je dis, c'est le Marco Polo des cachalots. Voilà. Et s'il n'y a que lui, il est donc singulier, unique au monde. Mais si lui est unique au monde, tous les autres cachalots sont uniques au monde. Parce qu'on ne peut pas avoir un unique et des clones. Bah non. Non. C'est pas de l'intelligence. On ne peut pas avoir un Léonard de Vinci et que des humains tous semblables. Cela veut dire que s'il y en a un qui est singulier comme ça, tous les cachalots sont singuliers. Chacun développe sa propre personnalité, chacun construit son monde propre, chacun est unique, singulier, irremplaçable. Chaque cachalot est irremplaçable. On ne peut pas dire Tache Blanche, le demi-frère d'Eliot, va le remplacer. Non, non. C'est comme chez nous, les humains. Et s'il nous a fallu, nous, 15 ans pour nous apercevoir de ça, parce que nous avons vécu au milieu de ces cachalots, si nous passions 15 ans à vivre au milieu des requins, enfin des requins blancs, enfin il y a des tas d'espèces, ou des autres créatures vivantes, nous découvririons que chaque créature vivante est singulière. Il n'y a pas une créature qui n'est pas singulière. Donc chaque créature est irremplaçable. Et donc, il faut avoir de l'égard pour chacune. C'est ça que nous dit Eliot. Je pense que c'est une conclusion magnifique. Avoir de l'égard pour chacun. Ah ouais. Waouh. Ben merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une petite chose à dire à Virgile qui va peut-être faire de la plongée cet été? T'as envie, Virgile? Alors, Virgile, si tu n'as pas la chance de pouvoir faire de la plongée cet été, je t'invite tout à l'heure à sortir et aller écouter les oiseaux en ce moment. En ce moment, les oiseaux chantent parce que c'est le printemps. Et c'est extraordinaire. Je ne suis pas du tout... pas ornithologue non plus. Je ne suis pas téléphone portable, j'allais dire, et je ne suis pas ordinateur. Mais il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de nommer ceux qui sont autour de vous et de leur donner existence. Je ne fais pas déjà. Il y a quelque chose qui s'appelle Merlin Bird. Chargez ça sur votre téléphone portable, mettez-le en route le matin
Et vous allez découvrir autour de vous des choses que vous ignorez. La présence d'animaux extraordinaires. Peut-être même des cachalots, t'entendras. Yes. Et bien, tous les matins, nous faisons ça. Et ce matin, il y avait la linotte mélodieuse, il y avait le troglodyte mignon, il y avait la mésange bleue, la mésange charbonnière, le piquet pêche. Tous les matins, on fait une demi-heure et on découvre qu'autour de nous, ils sont là. Et à partir de ce moment-là, vous allez les aimer. Vous allez être riche. Prêtez attention, c'est donner existence aux autres et c'est être riche de toutes ces existences. Alors que nous passons au milieu d'eux sans les voir et nous sommes pauvres de notre ignorance, de leur présence. Merci. Les cachalots, c'est formidable, mais autour de nous, il y a formidable aussi. Avant les cachalots, t'as les moineaux, c'est bien. Yes! Merci beaucoup François, je vous remercie. Merci, Applaudissements Emma. pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand applaudissement pour François. Merci. 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 Merci pour les images. Merci. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. Merci beaucoup. Merci infiniment à Hugo et à Alan à la technique. Merci à Sophie qui nous a invités. Merci beaucoup à Marie-Claire, à Véronique, Merci. à Richard. Et on se retrouve dans le foyer où Monsieur Sarano va vous signer les livres que vous allez lui acheter. Un grand merci. Pas à moi, mais à la librairie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Très belle soirée. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci. Merci. Merci Emma. Beaucoup.